Bonsoir à tous et bienvenue dans votre rendez-vous littéraire sur D8, Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite d'une lecture ensemble. Nous allons poursuivre le roman Capitaine Fracasse de Théophile Gautier, paru en 1863. N'hésitez pas à réagir tout au long de la soirée avec le hashtag VBN. Je vous souhaite une très belle émission à tous. Ces misères ne se bornèrent pas là. Le valet de Léandre, et sa fertilité d'imagination bien connue, avait machiné des stratagèmes pour empêcher le mariage d'Isabelle et du Matamor. Apostée par lui, une certaine Doralis, fort coquette et galante, se produisit accompagnée d'un frère spadassin, représenté par le tyran, armé de sa mine la plus féroce et portant sous le bras 2 longues rapières qui dessinaient une croix de Saint-André, d'aspect assez terrifiant. La demoiselle se plaignit d'avoir été compromise par le sieur Matamoros et délaissée pour Isabelle, la fille de Pandolphe, outrage qui demandait une réparation sanglante. « Dépêchez vite ce coupe-jarret, dit Pandolphe à son futur gendre. Ce ne sera qu'un jeu pour votre incomparable valeur, que n'effrayerait pas tout un camp de Sarrasins. » Bien à contre-cœur, Matamor se mit en garde après 1000 divertissantes simagrées, mais il tremblait comme un peuplier. Et le spadassin, frère de Doralis, lui fit sauter l'épée des mains au premier choc de fer et le chargea du plat de la rapière jusqu'à lui faire crier grâce. Pour achever le ridicule, Dame Léonarde, vêtue en dueña espagnole, parut épongeant ses yeux de chouette d'un ample mouchoir, poussant des soupirs à fendre le roc et agitant sous le nez de Pandolphe une promesse de mariage paraphée du saint contrefait de Matamor. Un nouvel orage de coups creva sur le misérable convaincu de perfidie si compliquée, et d'une voix unanime, il fut condamné à épouser la Léonarde en punition de ses hâbleries, rodomontades et couardises. Pandolphe, dégoûté de Matamor, ne fit plus difficulté d'accorder la main de sa fille à Léandre, gentilhomme accompli. Cette bouffonnade, animée par le jeu des acteurs, fut vivement applaudie. Les hommes trouvèrent la soubrette charmante, les femmes rendirent justice à la grâce décente d'Isabelle, et Matamor réunit tous les suffrages. Il était difficile d'avoir mieux le physique de l'emploi, l'emphase plus grotesque, le geste plus fantasque et plus imprévu. Léandre fut admiré des belles dames, quoique jugé un peu fat par les cavaliers. C'était l'effet qu'il produisait d'ordinaire, et à vrai dire, il n'en souhaitait pas d'autre, plus soucieux de sa personne que de son talent. La beauté de Séraphine ne manqua pas d'adorateurs, et plus d'un jeune gentilhomme, au risque de déplaire à sa belle voisine, jura sur sa moustache que c'était une adorable fille. Sigognac, caché derrière une coulisse, avait joui délicieusement du jeu d'Isabelle, bien qu'il se fût quelquefois intérieurement senti jaloux de la voix tendre qu'elle prenait en répondant à Léandre, n'étant pas encore habitué à ces feintes amours du théâtre qui cachent souvent des aversions profondes et des inimitiés réelles. Aussi, la pièce finie, il complimenta la jeune comédienne d'un air contraint dont elle s'aperçut et n'eut pas de peine à deviner la cause. « Vous jouez les amoureuses d'une admirable sorte, Isabelle, et l'on pourrait s'y méprendre. N'est-ce pas mon métier ? Répondit la jeune fille en souriant. Et le directeur de la troupe ne m'a-t-il pas engagée pour cela ? Sans doute, dit Sigognac.
Mais comme vous aviez l'air sincèrement éprise de ce fat qui ne sait rien que montrer ses dents comme un chien qu'on agace, tendre le jarret et faire parade de sa belle jambe, c'était le rôle qui le voulait. Fallait-il pas rester là, comme une souche, avec une mine disgracieuse et revêche? N'ai-je pas d'ailleurs conservé la modestie d'une jeune fille bien née? Si j'ai manqué en cela, dites-le moi, je me corrigerai. Oh non, vous sembliez une pudique demoiselle, soigneusement élevée dans la pratique des bonnes mœurs, et l'on ne saurait rien reprendre à votre jeu si juste, si vrai, si décent, qui limite à s'y tromper la nature même. Mon cher baron, voici que les lumières s'éteignent, la compagnie s'est retirée, et nous allons nous trouver dans les ténèbres. Jetez-moi cette cape sur les épaules, et veuillez bien me conduire à ma chambre. Sigognac s'acquitta sans trop de gaucherie, quoique les mains lui tremblassent un peu, de ce métier nouveau pour lui, de cortégeau d'une femme de théâtre, et ils sortirent tous deux de la salle, où il ne restait plus personne. L'orangerie était située à quelque distance du château, un peu sur la gauche, dans un grand massif d'arbres. La façade qu'on apercevait de ce côté n'était pas moins magnifique que l'autre. Comme le terrain du parc était plus bas niveau que celui du parterre, elle se déployait par une terrasse garnie d'une rampe à balustres pensus et coupée de distance en distance par des socles supportant des vases en faïence blanche et bleue qui contenaient des arbustes et des fleurs, les dernières de la saison. Un escalier à double rampe descendait au parc, faisant saillie sur le mur de soutènement de la terrasse, composé de grands panneaux de briques encadrés de pierres. Cette ordonnance était fort majestueuse. Il pouvait être à peu près 9 heures. La lune s'était levée. Une vapeur légère semblable à une gaze d'argent, tout en adoucissant les contours des objets, n'empêchait point de les discerner. On voyait parfaitement la façade du château, dont quelques fenêtres s'éclairaient d'une lueur rouge, tandis que certains carreaux, frappés par les rayons de l'astre nocturne, scintillaient brusquement comme des écailles de poisson. À cette lueur, les tons roses de la brique prenaient une nuance lilas d'une extrême douceur, et les assises de pierre des teintes gris de perles. Sur l'ardoise neuve des toits, comme sur de l'acier poli, glissaient des reflets blancs, et la dentelle noire de la crête se découpait sur un ciel d'une transparence laiteuse. Des gouttes de lumière, tombées dans les feuilles des arbustes, rejaillissaient de l'émail des vases et constellaient de diamants éparpillés la pelouse qui s'étendait devant la terrasse. Si l'on regardait au loin, spectacle non moins enchanteur, on découvrait les allées du parc se perdant, comme les paysages de Bruegel de paradis, en des fuites et brumes d'azur, au bout desquelles brillaient parfois des lueurs argentées, provenant d'une statue de marbre ou d'un jet d'eau. Isabelle et Sigognac montèrent l'escalier, et charmés par la beauté de la nuit, firent quelques tours sur la terrasse avant de regagner leur chambre. Comme le lieu était découvert, en vue du château, la pudeur de la jeune comédienne ne conçut aucune alarme de cette promenade nocturne. D'ailleurs, la timidité du baron la rassurait, et bien que son emploi fût celui d'ingénue, elle en savait assez sur les choses d'amour pour ne pas ignorer que le propre de la passion vraie est le respect. Sigognac ne lui avait pas fait d'aveu formel, mais elle se sentait aimée de lui et ne craignait de sa part aucune entreprise fâcheuse à l'endroit de sa vertu.
Avec le charmant embarras des amours qui commence, ce jeune couple, se promenant au clair de lune côte à côte, le bras sur le bras, dans un parc désert, ne se disait que les choses les plus insignifiantes du monde. Qui les eût épiés, lui était surpris de n'entendre que propos vagues, réflexions futiles, demandes et réponses banales. Mais si les paroles ne trahissaient aucun mystère, le tremblement des voix, l'accent ému, les silences, les soupirs, le ton bas et confidentiel de l'entretien, accusaient les préoccupations de l'âme. L'appartement de Yolande, voisin de celui de la marquise, donnait sur le parc. Et comme, après que les femmes l'eurent défaite, la belle jeune fille regardait distraitement à travers la croisée la lune brillait au-dessus des grands arbres, elle aperçut sur la terrasse Isabelle et Sigognac qui se promenaient sans autre accompagnement que leur ombre. Certes, la dédaigneuse Yolande, fière comme une déesse qu'elle était, n'avait que mépris pour le pauvre baron Sigognac, devant qui parfois, à la chasse, elle passait comme un éblouissement dans un tourbillon de lumière et de bruit, et que dernièrement même elle avait presque insulté. Mais cela lui déplut de le voir sous sa fenêtre, près d'une jeune femme à laquelle sans doute il parlait d'amour. Elle n'admettait pas qu'on pût ainsi secouer son servage. On devait mourir silencieusement pour elle. Elle se coucha d'assez mauvaise humeur et eut quelque peine à s'endormir. Ce groupe amoureux poursuivait son imagination. Sigognac remit Isabelle à sa chambre, et comme il allait rentrer dans la sienne, il aperçut au fond du corridor un personnage mystérieux, drapé d'un manteau couleur de muraille, dont le pan rejeté sur l'épaule cachait la figure jusqu'aux yeux. Un chapeau rabattu dérobait son front, et ne permettait pas de distinguer ses traits, non plus que s'il lui était masqué. En voyant Isabelle et le baron, il s'effaça de son mieux contre le mur. Ce n'était aucun des comédiens, retirés déjà dans leur logis. Le tyran était plus grand, le pédant plus gros, le Léandre plus svelte. Il n'avait la tournure ni du scapin, ni du matamore, reconnaissable d'ailleurs à sa maigreur excessive que l'ampleur de nul manteau n'eût pu dissimuler. Ne voulant pas paraître curieux et gêner l'inconnu, Sigognac se hâta de franchir le seuil de son logis, non sans avoir remarqué toutefois que la porte de la chambre des tapisseries où demeurait Zerbine restait discrètement entrebâillée, comme attendant un visiteur qui ne voulait point être entendu. Quand il fut enfermé chez lui, un imperceptible craquement de souliers, le faible bruit d'un verrou fermé avec précaution, l'avertirent que le rôdeur, si soigneusement embossé dans sa cape, était arrivé à bon port. Une heure environ après, le Léandre ouvrit sa porte très doucement, regarda si le corridor était désert, et suspendant ses pas comme une bohémienne qui exécute la danse des œufs, gagna l'escalier, le descendit plus léger et plus muet en sa marche que ces fantômes errants dans les châteaux hantés, suivit le mur en profitant de l'ombre, et se dirigea du côté du parc vers un bosquet ou salle de verdure, dont le centre était occupé par une statue de l'amour discret, tenant le doigt appliqué sur la bouche. À cet endroit, sans doute désigné d'avance, Léandre s'arrêta et parut attendre. Nous avons dit que Léandre, interprétant à son avantage le sourire dont la marquise avait reconnu le salut qui lui était fait, s'était enhardi à écrire à la dame de Bruyères
une lettre que Jeanne, séduite par quelques pistoles, devait secrètement poser sur la toilette de sa maîtresse. Cette lettre était conçue ainsi, et nous la recopions pour donner une idée du style qu'employait Léandre en ses séductions de grandes dames, où il excellait, disait-il. Madame, ou bien plutôt déesse de beauté, ne vous en prenez qu'à vos charmes incomparables de la mésaventure qu'ils vous attirent. Ils me forcent, par leur éclat, à sortir de l'ombre où j'aurais dû rester ensevelie, et à m'approcher de leur lumière, de même que les dauphins viennent du fond de l'océan aux clartés que jettent les falots des pêcheurs, encore qu'ils doivent y trouver le trépas et périr, sans pitié, sous les dards aigus des harpons. Je sais trop bien que je rougirai l'onde de mon sang. Mais comme aussi bien je ne puis vivre, il m'est égal de mourir. C'est là une audace bien étrange que d'élever cette prétention réservée aux demi-dieux, de recevoir au moins le coup fatal de votre main. Je m'y risque, car, étant désespéré d'avance, il ne peut m'arriver rien de pis, et je préfère votre courroux à votre mépris ou dédain. Pour donner le coup de grâce, il faut regarder la victime, et j'aurai, en expirant sous vos cruautés, cette douceur souveraine d'avoir été aperçue. Oui, je vous aime, madame. Et si c'est un crime, je ne m'en repens point. Dieu souffre qu'on l'adore. Les étoiles supportent l'admiration du plus humble berger. C'est le sort des hautes perfections comme la vôtre, de ne pouvoir être aimées que par des inférieurs, car elles n'ont point d'égal sur la terre. Elles en ont à peine aux cieux. Je ne suis, hélas, qu'un pauvre comédien de province, mais quand même, je serai duc ou prince, comblé de tous les dons de la fortune. Ma tête n'atteindrait pas vos pieds. Il y aurait tout de même entre vous, entre votre splendeur et mon néant, la distance du sommet à l'abîme. Pour ramasser un cœur, il faudra toujours que vous vous baissiez. Le mien est, j'ose le dire, madame, aussi fier que tendre. Et qui ne le repousserait pas, trouverait en lui l'amour le plus ardent, la délicatesse la plus parfaite, le respect le plus absolu, et un dévouement sans bornes. D'ailleurs, si une telle félicité m'arrivait, votre indulgence ne descendrait peut-être pas si bas qu'elle se l'imagine. Bien que réduit par le destin adverse et la rancune jalouse d'un grand à cette extrémité de me cacher au théâtre sous le déguisement des rôles, je ne suis pas d'une naissance dont il faille rougir. Si j'osais rompre le secret que m'imposent les raisons d'État, on verrait qu'un sang assez illustre coule en mes veines. Qui m'aimerait ne dérogerait pas. Mais j'en ai déjà trop dit. Je serai toujours que le plus humble et le plus prosterné de vos serviteurs, lors même que, par une de ces reconnaissances qui dénouent les tragédies, tout le monde me saluerait comme fils de roi. Qu'un signe, le plus léger, me fasse comprendre que ma hardiesse n'a pas excité en vous une trop dédaigneuse colère, et j'exprimerai sans regret, brûlé par vos yeux, sur le bûcher de mon amour. Voilà, c'est ici que j'achève cette lecture. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Bonne nuit pour ceux qui se couchent et bon courage pour ceux qui travaillent. À tout de suite, bye bye.